Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, on parlera aujourd'hui des prénoms, sous l'angle de l'histoire et de la sociologie. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas une seule et même science sociale ? Une discussion par moments pointue, par moments généraliste, dont vous retrouvez toutes les références sur le site parolehistoire.fr. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, sur paroledhistoire@gmail.com, pour toute question ou suggestion, et si vous passez par iTunes, une note, un commentaire sont toujours appréciés. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Baptiste Coulmont et Nicolas Todd. Baptiste Coulmont, vous êtes professeur de sociologie à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Bonjour. Bonjour. On vous donne notamment une sociologie des prénoms à la découverte dans la collection Repères et toute une série de travaux qu'on retrouve notamment sur votre site coulmont.com. Nicolas Todd, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre Roland Mounier. Vous avez notamment travaillé sur les effets de la Grande Guerre sur les orphelins, à travers à la fois de l'histoire et de l'épidémiologie, on pourrait dire. Tous les deux, vous venez de co-signer un article dans le Journal of Interdisciplinary History, numéro de l'été 2021, qui s'appelle « Naming for kin during World War War ». Donc le fait d'attribuer un prénom lié à quelqu'un de la famille, le prénom du père en fait, dans quelle mesure il est transmis aux enfants. Alors on va parler de ce papier, de ses résultats, j'ai trouvé ça très intéressant, mais je voudrais commencer par vous demander, Baptiste Coulmont, est-ce que les historiens s'intéressent suffisamment aux prénoms ? Ils s'y intéressent beaucoup moins que d'autres disciplines des sciences sociales, beaucoup moins que les psychologues, par exemple, qui essayent de trouver un effet du prénom, et beaucoup moins que les économistes qui se sont emparés des prénoms depuis une petite vingtaine d'années pour étudier la discrimination, des formes d'assimilation, notamment des immigrés. Les historiens s'en sont intéressés pourtant avant, puisqu'on trouve un texte de Marc Bloch de 1932 qui dit que ce serait formidable de s'intéresser aux prénoms. Mais les historiens n'ont peut-être pas encore fait le basculement vers l'utilisation de données de grande taille. Or, les prénoms sont très 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 variés. S'il est possible de faire une enquête sur, par exemple, les prénoms donnés dans des registres de baptême dans une commune de France vers 1700, il est très difficile d'étendre ça à l'ensemble de la France. Alors que pour la période contemporaine, avec des données numérisées, les économistes, les sociologues sont emparés des prénoms plus que les historiens. Voilà, sachant que les contemporanéistes aussi peuvent finalement ou pourraient puiser dans ces données. On va y revenir, cet enjeu des données numérisées qui est très important. Nicolas Todd, est-ce qu'on peut présenter en quelques mots l'enjeu, le thème de l'article que vous avez co-signé, qui porte sur, en gros, les prénoms et l'entrée en guerre en 1914-18 ? En fait, on est parti de... on s'est rencontrés pendant ma thèse, qui était une thèse d'épidémiologie sur les effets de la guerre sur la santé des orphelins, c'est-à-dire les gens qui ont perdu leur père très très tôt dans l'enfance, et spécialement dans la vie intra-utérine. Est-ce qu'il y a des effets à long terme sur leur santé ? Et ce qui était très frappant, je travaillais sur les registres d'état civil, et le prénom, c'était en gros le seul comportement maternel qui était disponible. Et la grande question qu'on se posait, sur le stress, c'est évidemment... Le père meurt à une certaine date, mais la mère ne le sait pas nécessairement tout de suite. Et donc, est-ce qu'on est sûr, par exemple, quand on parle d'un orphelin qui a perdu son père dans la période prénatale, est-ce qu'on est sûr que la mère a été stressée dans la période prénatale ? Parce que si la nouvelle met 6 mois à arriver, c'est pas du stress prénatal. Et donc, en fait, on a montré que massivement, en fait, les enfants qui avaient perdu leur père avant la naissance se voyaient attribuer de manière incroyablement massive le prénom du père. Et donc, ce seul comportement qu'on avait sur l'acte de naissance, en fait, nous montrait que, pour nous, en épidémiologie, on avait le droit de parler d'un stress prénatal, que c'était bien ça qui se passait. J'ai commencé par faire un article sur ça pendant ma thèse, et puis avec Baptiste, on a discuté. Il y avait les données de cette base de données généalogiques qu'on a utilisée. On s'est dit, il y avait c'était un petit article que j'avais fait. Il y a plein de choses, on peut généraliser. On s'était intéressé aux transmissions père-fils, mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour les oncles ? Et avec ce qui est fantastique, c'est que on peut pas perdre son père plus de 9 mois avant la naissance, avant la conception. Ça, c'est de la biologie de qualité. Même un jour avant la conception, ça marche pas après. Même un jour, voilà. Et donc ça, évidemment, la mémoire, ce qu'enregistre le prénom, c'est pour la perte du père, ça peut pas dépasser 9 mois avant la naissance. En revanche, les oncles, évidemment, ça autorise l'étude de la transmission des prénoms sur une beaucoup plus longue durée. Voilà, donc on peut perdre son oncle à la patelle de la main en 1914 lorsqu'on est en 1917 ou 1918. Exactement. Et donc ça veut dire qu'on peut se poser la question
on peut se poser la question de 3 ans après, au moment où le bébé arrive, la trace mémorielle laissée par la mort de l'oncle, ce qui est pas possible pour le père. Voilà, donc c'est ça le point de départ. Alors Baptiste Coulmont, on pourrait dire, dans une certaine mesure, c'est assez intuitif, donner le prénom du père, finalement, le père est mort à la guerre, le fils reçoit le prénom, il n'y a rien là que de très évident. Pourtant, vos résultats amènent quand même à dépasser un certain nombre d'évidences apparentes ou à montrer qu'il y a des phénomènes plus complexes qui se jouent que simplement, quelque chose de mécanique, le père serait mort, on donne le nom au fils. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dès que le père est parti sur le front, en fait, le lendemain ou la première semaine du départ, les mères ont commencé à surtransmettre le prénom du père. Donc, ce choix du prénom du père, il arrive dès le départ, avant même les premiers combats, avant même la mort des pères. Donc, vous dites surtransmettre, ça veut dire qu'il faut mesurer un indicateur de ce qui serait la transmission en temps normal du prénom, oui. Donc tel % de parents donnent le prénom du père à leur enfant, et en temps de guerre ça monte, c'est bien ça? C'est ça, c'est que c'est assez stable avant la guerre, de 1905 à 1900, au 31 juillet 1914, c'est assez stable, et dès les premières semaines du conflit, avant même les premiers combats, on a une multiplication par, je sais plus si c'est par 1,7 de ce taux de transmission. Taux de transmission qui a l'air habituel au début du XXe siècle. Je pense que c'est environ un enfant sur 10 ou un garçon sur 10 qui reçoit le prénom du père, sans variation saisonnière, avec une légère tendance à la diminution. Et dès le début de la guerre, ça augmente. Dès le début de la guerre, ça augmente, donc ça veut dire que ça augmente pas nécessairement en lien avec la mort au combat, et ça augmente pas non plus pour toutes les catégories de soldats, ou en tout cas pour toutes les catégories de mobilisés. Donc là encore, il y a quelque chose de plus spécifique dans vos résultats. Oui, en fait, donc c'était très surprenant. C'est-à-dire, on est parti sur, donc vérifier que les résultats qu'on avait sur une petite cohorte marchaient. Donc pour les orphelins, vérifier qu'on retrouvait la même chose, parce que donc sur les orphelins, c'était plutôt de l'ordre de plus de 2 fois et demi. C'est-à-dire qu'on passait de 15%, parce que j'observais sur la petite cohorte, c'était passait de 15% à plus de 40% de transmission chez les orphelins dits prénataux. Et ensuite, donc, on a juste regardé. Donc évidemment, on se posait la question de savoir s'il y avait un effet de la guerre pure. Et ce qu'on a vu dans les données, c'est que effectivement, c'est du jour au lendemain, début août 14, ça augmente massivement. Et donc après, on a essayé de comprendre ce résultat, c'est-à-dire d'essayer de fournir des pistes d'explication. Et donc on a affiné, et donc on a, par exemple, on regarde en fonction de l'âge du père, puisqu'évidemment l'âge est un énorme prédicteur du risque auquel étaient exposés les soldats, parce qu'à 35 ans, on est versé dans la territoriale. Voilà, la territoriale, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est des soldats qui, avant tout, gardent les voies de chemin de fer, sont à l'arrière dans les dépôts, qui sont beaucoup plus rarement exposés à la violence de la première ligne. Oui, et donc on retrouve que ce sont les pères jeunes qui conforment. Enfin, si on fait l'hypothèse que la surtransmission est une mesure de la conscience qu'avaient les mères ou les familles du risque que prenaient les soldats qui partaient, c'est conforme à l'hypothèse d'observer que les pères âgés qui partent mais qui prennent moins de risques ne surtransmettent pas autant que les pères jeunes. Voilà. Et puis après, on regarde des choses comme par exemple alors les orphelins, on retrouve évidemment la surtransmission massive, les orphelins prénataux, mais on peut aussi regarder pour les enfants qui n'avaient pas perdu leur père à la naissance mais qui vont le perdre. Et non, le raisonnement est basé sur un truc assez ferme, qui est une tautologie, qui est que les gens qui sont morts étaient en moyenne beaucoup plus à risque de mourir que ceux qui ne sont pas morts. Chez ces enfants donc, qui vont perdre leur père, pourquoi ? Parce que le père était à risque, on retrouve une transmission beaucoup plus élevée. Et donc tout ce faisceau d'arguments nous fait dire que c'est bien la mesure du risque, de la perception du risque, une mesure de la perception du risque par les mères. Alors Baptiste Coulmont, est-ce que ça plaide pour intégrer la question des prénoms, la question de la nomination dans les travaux plus généraux qui existent maintenant sur les processus de deuil de la Première Guerre mondiale, sur la façon d'affronter la perte d'1 400 000 hommes? Les prénoms sont-ils un élément de ce tableau du deuil de la guerre et de l'après-guerre? Ce qu'on voit, c'est que oui, c'est un élément qui n'est pas facile à interpréter, mais le fait de pouvoir avoir des informations sur les oncles nous permet
données de montrer que quand les oncles sont décédés pendant la guerre, eh bien la surtransmission du prénom de l'oncle est repérable jusqu'à 10 ans après la guerre, ce qui nous laisse penser que l'entretien de la mémoire des soldats décédés, c'était pas juste un entretien de la mémoire dans le cadre de la famille conjugale dans lequel le père n'était plus, mais un entretien plus large. Ni non plus seulement l'aspect civique avec le monument aux morts, la commune, l'aspect collectif, l'association d'anciens combattants, donc il y a quelque chose qui joue aussi dans la famille au sens plus large. Oui, la famille au sens plus large avec les alliés des deux côtés et avec toute une série de difficultés, puisque le taux de transmission de l'oncle est déjà au départ moins fort. Donc il faut des données de très très grosse taille pour pouvoir repérer cela. Donc on voit une surtransmission, on n'est pas encore capable de dire dans quelle mesure elle était généralisée ou à quel endroit elle aurait été plus forte, parce que pour ça, même avec nos millions d'individus, on arrive à la limite de ce qu'il est possible de repérer. On parle de millions d'individus, donc ça veut bien dire que vous n'avez pas individuellement codé ou recopié chaque prénom de l'enquête. Donc comment on travaille lorsqu'on pose ce type de questions en sociologie ou après tout en histoire, parce que c'est une enquête avec un matériau historique. Comment on travaille? Quels sont les types de données auxquels vous avez recours et comment on les traite? Alors il y a un truc tout simple. Comme on travaillait sur la transmission du prénom, il suffisait que l'on regarde le prénom du père et le prénom de l'enfant. Et donc, si c'était Simon qui donnait naissance, de manière intermédiaire, à Simone, on avait transmission. Ça, c'était simple. Mais le gros problème, et je vais laisser Nicolas en parler, c'est qu'on a des données d'une base de généalogie collaborative avec énormément de doublons. Et certains individus apparaissent plus de 40 ou 50 fois. Les célébrités sont présentes, oui, c'est ça, jusqu'à 40 ou 50 fois. Et donc là, il y a des techniques de déduplication. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on retrouve, c'est une question qui est à la fois, c'est ce qui est assez amusant, c'est que c'est une question qui est à la fois qui a intéressé beaucoup les historiens, comment on identifie les gens dans le passé et qu'on sait qu'un Bernard Tricot est bien celui qu'on cherche, ou le Louis-Henri est bien celui qu'on cherche. Donc ça, c'est un problème très classique en démographie historique, et c'est aussi dans les études médicales un problème de faire le lien entre des fichiers. C'est très classique, donc il y a des techniques de déduplication qu'on a employées. Là, c'est vrai que le défi, c'est que la base de données était absolument gigantesque, parce que si vous avez 5 millions de personnes, vous dites 5 millions, c'est pas beaucoup, facile, mais évidemment, c'est 5 millions qu'il faut croiser avec 5 millions, c'est-à-dire qu'il faut prendre une paire de gens, donc c'est 5 millions au carré sur 2, quoi. Enfin, donc c'est beaucoup. Là, ça fait beaucoup. Alors à chaque fois on parle de base de données. Si j'étais un étudiant en M1 et que je me disais tiens, ça m'intéresse ce type d'enquête, j'aimerais bien pouvoir faire ça, je vais en parler à mon prof, comment est-ce qu'on pourrait travailler concrètement? Est-ce qu'il y a des lieux, est-ce qu'il y a des sites, est-ce qu'il y a des données téléchargeables qui permettent de pratiquer ce type de questionnement? Alors après avoir discuté avec Nicolas, j'ai contacté les responsables de GénéAnet qui étaient enchantés à l'idée que l'on puisse travailler sur leur base de données collaborative à partir du moment où les individus qui ont rempli les informations sont d'accord pour que les données soient diffusées. Et il y a déjà plusieurs articles qui ont été écrits à partir de ces données de GénéAnet. Et il est très possible qu'un étudiant de master qui aurait envie de travailler à partir de ces données parfois un peu sales, parce que Tati Jeannette, quand elle essaie de remplir les informations sur son arrière-arrière-grand-père, elle confond date de naissance et date de mariage, par exemple. Donc c'est des données sur lesquelles il faut travailler parce qu'elles ont été recueillies par d'autres personnes, mais c'est possible et c'est, je pense, de plus en plus
possible. Est-ce qu'on peut imaginer des types d'enquêtes comparables en utilisant des bases de données collaboratives également, comme celle des Morts pour la France, comme également le Grand Mémorial avec les fiches matricules qui sont en train d'être entièrement numérisées, ça dépend des départements, mais on est quand même en train d'avancer sur ces chantiers. Est-ce que c'est quelque chose qui est un horizon de recherche possible? Oui, alors par exemple là, ce que l'on avait, c'est on a les personnes, les pères, on a leur âge, mais on ne connaît pas leur rang dans l'armée. Et donc là, croiser avec des données des Morts pour la France ou des données des registres de matricule aurait été très utile, mais ça a été encore trop complexe pour le faire au moment où on a écrit l'article. Nicoletta, je reviens un instant sur ce que vous avez dit au départ, qui a pu peut-être intriguer des gens qui nous écoutent, sur finalement les effets psychologiques de la guerre in utero. Parce que c'est une recherche dont on pourrait se dire qu'en histoire culturelle, ça correspond tout à fait à ce qui est à la mode depuis une quinzaine, vingtaine d'années, le deuil, la souffrance, etc. Mais vous avez cherché à objectiver ça avec des données médicales, ou en tout cas des données factuelles, très concrètes, au-delà des impressions laissées dans des textes sur le deuil, la perte, la souffrance, etc. Comment vous avez fait? Surtout, quel résultat est-ce que ça donne? En fait, moi, on est parti, il y a une hypothèse en médecine qui est l'hypothèse d'origine développementale des maladies, selon laquelle le début de la vie, donc de la conception à, je sais pas, 1 an, 2 ans, enfin les 1000 premiers jours, quelque chose comme ça, joue un rôle déterminant dans la santé des individus tout au long de la vie. C'est-à-dire que donc, à une certaine époque, ça s'appelait l'hypothèse de Barker. Et donc, c'est cette hypothèse-là. Et donc, en gros, il y a 2 volets. Il y a ce que les gens étudient en pratique, c'est la nutrition. Donc, par exemple, tous les problèmes, le modèle de la famine hollandaise de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça a servi. Est-ce que les gens sont intolérants 50 ans plus tard? Est-ce que les bébés qui étaient in utero pendant la famine, est-ce que 50 ans plus tard, ils étaient diabétiques, ils faisaient de l'hypertension, n'importe quoi? Donc ça, c'est le premier volet de la nutrition. Et le deuxième, c'est des stress plus psychologiques, donc la maltraitance, ce genre de choses. Et donc nous, le point de départ, c'était ça, c'était de trouver un modèle quasi expérimental, ça, une expérience historique assez simple, sur lequel tester l'idée que quand on subit un stress psychologique intense au début de la vie, effectivement, 50 ou 60 ans plus tard, la santé sera altérée. Autrement dit, est-ce qu'être orphelin de la Grande Guerre, ça prédispose à être plus fragile passé un certain âge? Voilà, exactement. Et du coup, parce que la Grande Guerre avait toutes sortes d'avantages, mais c'est un peu technique. Vous avez dit 1,4 million de personnes, la conscription en France, le fait qu'il n'y a pas eu de famine, comme par exemple en Allemagne, c'était un modèle qui était très propre, conceptuellement, pour tester vraiment parce que ces gens sont devenus orphelins par hasard. Ce qui sépare l'orphelin du non-orphelin, c'est le hasard, dans une très large mesure. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé à la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y avait ce statut incroyable de pupille de la nation qui permettait d'observer en fait la mortalité des gens très simplement, parce que si vous allez à la mairie ou aux archives municipales ou départementales consulter les registres de naissance, vous verrez qui est pupille de la nation, qui ne l'est pas. Donc on avait tout ce qu'il fallait pour répondre à la question. Et alors est-ce que du coup vous observez ces effets? Et ce qu'on a observé, donc on compare on prend des pupilles qui sont orphelins, parce qu'il y a toute une catégorie de pupilles qui sont pas orphelins. Donc c'est pour ça heureusement il y avait la base des Morts pour la France, donc on vérifie on identifie les pupilles qui sont orphelins. Voilà, d'où l'importance de ne pas prendre des données en lecture directe comme si elles s'étaient toujours déjà là constituées. Il faut toujours se poser la question de la constitution des données avant de faire des calculs dessus. Ça, c'est un enjeu sur lequel on pourrait revenir. La critique des sources. Des expériences dites naturelles qui sont faites avec des données faussées au départ et du coup, ça complique les choses. Non, mais complètement. C'est-à-dire que le contexte historique dans lequel on prétend travailler, c'est sûr qu'il vaut mieux le connaître, sinon on peut déraper assez fort. Et donc, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a bien... Puis il y a le problème, par exemple, toutes les populations du Nord qui arrivent, et ça on les voit dans les données, c'est-à-dire on les voit arriver, les types qui en fait viennent de Lille ou du Nord, du Pas-de-Calais, etc. On les voit arriver, nous on a dépouillé beaucoup à Paris, et passé une certaine date à la fin de 1914, on voit les naissances arriver. Voilà. Et donc ça pose toutes sortes de problèmes, et donc justement on avait un design qui permettait de contrôler pour ça, c'est-à-dire on prenait vraiment des gens nés dans le même arrondissement au même moment,
c'est-à-dire la naissance d'à côté, en gros, avec une mère qui avait à peu près le même âge. Bon, et quand on fait ça, ce qu'on trouve, c'est que les orphelins les enfants qui ont perdu leur père avant la naissance ont une espérance de vie qui est plus faible que leur contrôle, ce qui n'est pas vrai des orphelins qui ont perdu leur père après la naissance. Quand vous dites plus faible, c'est de l'ordre de quelques semaines ou c'est plus significatif? Non, c'est de l'ordre de... Nous, on regarde... Alors, je vais avoir l'air d'un emmerdeur, mais on regarde l'espérance de vie à l'âge adulte. C'est-à-dire, on ne parle pas de mortalité infantile, on parle que de gens qui ont survécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Et ce qu'on trouve, c'est que l'espérance de vie à 30 ans, donc en gros, la mortalité après 30 ans, et la mortalité après 30 ans est plus faible, est plus forte, pardon, est suffisamment plus forte pour que l'espérance de vie soit environ de 2 ans inférieure. Et 2 ans, c'est beaucoup. Enfin, en fait, 2 ans, c'est beaucoup. Très significatif. 2 ans, c'est beaucoup. Donc là, on peut vraiment parler on peut valider sur le plan statistique un effet psychologique de la guerre sur le fœtus avant sa naissance. Oui, mais c'est-à-dire que c'est ça. Mais on trouve pas, en fait, ce qui est un résultat, je sais pas, ce qui est aussi, enfin, qui est, je veux dire, presque plus surprenant. On ne trouve aucune différence, on ne met en évidence aucune différence chez les orphelins qui ont perdu leur père après la naissance. C'est-à-dire que ce qui semble se passer, c'est que le bain dans lequel bébé baigne est différent. C'est-à-dire la mère apprend, c'est ça la situation, c'est-à-dire que la mère apprend 3 mois, 4 mois avant la délivrance, avant la naissance, elle apprend que son mari est mort. La réaction au stress se déclenche. Bébé baigne dans une maman qui vit ça. Bon. Et ça ce que suggèrent nos données, nos résultats, c'est que ça a un effet assez important sur la santé. Indépendamment de conditions sociales, indépendamment, on pourrait pas se dire, bon, finalement, le père est mort, donc la famille est fragilisée économiquement, parce que finalement... Parce que ça, c'est vrai aussi chez les post-nataux. Voilà. Ça, c'est vrai sur les post-nataux. C'est pour ça que le design était bien. C'est que c'est les orphelins qui ont perdu leur père après la naissance, eux aussi, ils ont subi socio-économiquement, ils ont subi ce que subissaient les orphelins prénataux. Alors on voit la richesse finalement de ce type d'enquête qui permettent de poser différemment des questions que peuvent se poser par ailleurs les historiens. Je me suis demandé, Baptiste Coulmont, s'il n'y avait pas d'autres questions onomastiques qu'on pouvait poser autour de la Grande Guerre. Je pense notamment tout simplement au type de prénom donné. J'ai regardé que le prénom Joffre, par exemple, a eu une brève popularité en 1914. Il y a eu 160, 150, 160 petits Joffres. Et puis, le prénom France ou le prénom Germaine a connu aussi des variations d'intensité assez fortes. Est-ce qu'on peut en dire plus sur les effets onomastiques d'un événement comme la guerre? On peut en dire beaucoup plus. D'ailleurs, on est en train de travailler N'en dis pas trop, dessus. Non, on ne peut pas en dire trop. On peut dire que ça pose toute une série de problèmes de méthode, notamment à partir du fait que le fichier des prénoms de l'INSEE est accessible, donc on peut avoir rapidement des informations, mais imaginons qu'on se mette à regarder, peut-être qu'il y a moins de prénoms germaniques donnés en France pendant la guerre. Et là, on s'aperçoit qu'il y en a un peu plus. Pourquoi? Donc il faut creuser, il faut voir où sont donnés ces prénoms. Et en fait, ces prénoms germaniques, par exemple, ils sont donnés en Alsace et en Lorraine à un moment de germanisation. Donc, là, on parle de la Deuxième Guerre, parce qu'elles étaient allemandes. Pendant la Première Guerre mondiale. Alors à ce moment-là, l'Alsace et la Lorraine sont déjà allemandes, elles font partie du Reich. Oui, donc, mais le fichier des prénoms prend toutes ces naissances sur le territoire français actuel. Voilà, donc il faut écarter les départements qui étaient alors annexés. Donc la disponibilité des données permet de faire rapidement des repérages. Il n'empêche qu'il faut quand même étudier comment ces données sont constituées, quel est leur champ, leur surface, etc. Mais ce que l'on peut repérer, c'est en effet des effets très connus, par exemple pour le prénom Joffre, mais on peut aussi, avec des techniques statistiques plus compliquées, repérer des prénoms, alors je ne vais pas vous les dire, puisqu'on est en train d'écrire l'article, des prénoms auxquels on n'aurait pas pensé, qu'on n'aurait pas pensé voir, et qu'on peut mettre en évidence comme étant des prénoms qui ont été soit surtransmis, soit sous-transmis pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a plus de petites Clémences au moment où Clémenceau est au pouvoir ? Alors, je ne sais pas si on a regardé Clémence. Enfin, je ne crois pas que ça sorte. Bon, moi, j'avais regardé Victoire et il y avait finalement pas tant de victoires que ça en 1918-19, en tout cas très loin de l'explosion contemporaine, liée plus sans doute aux événements sportifs. Mais c'est intéressant de poser ce type de questions en tout cas. Alors, oui. On reparlera de Victoire. On parlera de Victoire. C'est un prénom, en tout cas, qui est à l'époque en voie de décroissance. Donc, il ne bénéficie pas
du fait d'être un prénom jeune et nouveau, puisqu'il sonne un peu la vieille poussière à l'époque. Alors ces questions autour de la Grande Guerre, on pourrait aussi les renvoyer à d'autres événements, à d'autres faits marquants, où on a pu observer des modifications, soit du stock des prénoms, soit de la régularité ou la fréquence d'attribution des prénoms. Vous citez dans l'introduction du papier que j'ai mentionné les assassinats de présidents américains, la grande révolution culturelle prolétarienne chinoise. Qu'est-ce qu'on peut dire comme point de comparaison, finalement, d'événements du même ordre ? Pour les présidents américains, donc il y a des articles d'un professeur de sciences politiques qui regarde l'effet de ce choc sur les prénoms. Donc c'est plutôt sur des prénoms individuels, et le travail sur la Chine sous Mao montre au contraire un arrêt de la mode et le fait que visiblement, les Chinois se mettent à se regarder entre eux et à essayer de prendre des prénoms qui sont les plus sécurisants possibles pour éviter d'être repérés soit comme trop enthousiastes, soit comme trop mous par rapport à la révolution Donc on cherche une neutralité onomastique en quelque sorte. Pendant un moment. Il y a un épisode du XXe siècle qui a été très marquant du point de vue de l'inventivité en termes de prénoms, c'est l'expérience soviétique, puisque au lendemain de la révolution bolchevique, il y a eu toute une série de nouveaux prénoms. Alors soit évidemment de transmission de prénoms de grands personnages, Karl, Vladimir, etc. Mais il y a eu aussi des prénoms du style Mellor, Marx Engels, Lénine, Oktyabre Revoluskaya, etc. Quel regard on porte en sociologue des prénoms sur ce type d'expérience sociale à grande échelle finalement, de modification du stock des prénoms? Alors, c'est un peu comme ce qui s'est passé sous la Révolution française, avec soit des Français qui ont changé de prénom. Je pense Gracchus Babeuf, il ne devait pas être son nom au départ. Oui, ou Anacarsis Cloutz, qui s'appelait Jean-Baptiste, il s'est fait appeler Anacarsis pour renvoyer à l'Antiquité. Ça modifie les choses pendant un moment, mais ça ne modifie pas radicalement le stock des prénoms. Pendant la Révolution française, le prénom Marie a peut-être été moins donné à un moment et le prénom Louis moins, mais quelques années après, ce que l'on voit, c'est un retour un peu aux tendances. Néanmoins, ça a donné à voir aux parents qu'il était possible de construire un nouvel univers autour des prénoms. Donc ça a sûrement contribué, même si ces choix étaient étaient vus comme de mauvais choix, à l'extension du stock des prénoms qu'on voit au cours du 19e siècle. De façon inverse à ce qu'on a évoqué avec les grands événements qui déterminent des prénoms, est-ce qu'on peut repérer des prénoms qui sont sous-distribués en raison d'une appartenance historique? On pense à Adolphe en France par exemple, il y a sans doute d'autres exemples, du fait qu'il y a des prénoms qui ne peuvent plus être donnés à contretemps en quelque sorte. Alors, les prénoms, ils disparaissent jamais vraiment. Adolphe, c'est un cas extrême qui continue toujours à être un peu donné. Ça apparaît à un bas bruit, donné une fois, deux fois, trois fois. Donc, j'ai pas l'impression qu'on assiste à vraiment à des disparitions de prénoms. En tout cas, au contraire, dans la période actuelle, on assiste à une explosion du nombre de prénoms qui sont donnés, mais chaque prénom, du coup, est donné beaucoup moins aujourd'hui qu'il l'était avant. Explosion et puis aussi réapparition cyclique, c'est ce que vous montrez notamment dans la sociologie des prénoms dont on a parlé, le fait qu'il y a presque un cycle centenal pour certains prénoms qui étaient donnés dans les années 1910 et qui reviennent dans les années 2000 ou 2010. Oui, alors on les voit revenir, et c'est quelque chose qui se repérait déjà dans les années 1950 et puis déjà avant, mais ils ne vont pas revenir avec la même popularité qu'ils avaient pu avoir en 1870 ou en 1900, parce qu'aujourd'hui, dès que le prénom est donné à plus d'1% ou 2% d'une classe d'âge, il est vu comme étant trop donné. Alors qu'au début du XXe siècle, il y avait un petit groupe de prénoms qui étaient très donnés, qui pouvaient être donnés à plus de 5 ou 10% d'une classe d'âge. Alors pour revenir à ce début du XXe siècle, un des points importants de votre article, c'est finalement la pratique, donc dans l'article anglais c'est naming for kin, je ne sais pas quelle est exactement l'expression française,
mais l'attribution du nom d'un membre de la parenté, ça c'est quelque chose qui a des origines plus anciennes, qui est déjà un peu en train de décliner à la veille de la Grande Guerre, mais pourtant ça fait partie de longtemps des habitudes, des comportements institués, en particulier pour les parrains, marraines, grands-parents, que d'attribuer le prénom d'un membre de la parenté. Nicolas Todd. Oui, c'est aussi pour ça finalement, les résultats sur les orphelins étaient pas si surprenants. Je pense que ce qui était surprenant, c'était de voir l'ampleur, d'arriver à quasiment un orphelin prénatal sur 2 qui était nommé comme le père. Mais finalement, la grande question, la grande inconnue qu'on avait, c'était qu'est-ce qui se passait avant la guerre. Et donc effectivement, on trouve même chez les médiévaux, si on remonte à Florence au XVe siècle, on retrouve ces pratiques très anciennes. C'est une pratique de très très long terme de prénomination d'après des membres. C'est-à-dire, c'est comme si la famille survivait. C'est-à-dire qu'une famille, c'est quand même beaucoup plus durable qu'un bonhomme, quoi. Donc elle survit aussi comme ça en transmettant les prénoms aux membres les plus jeunes, les plus frais, à ses membres les plus jeunes et les plus frais. Alors c'est quelque chose qu'on imagine bien pour des lignées qui ont besoin de se perpétuer parce qu'il y a un nom, un titre à transmettre. On sait que voilà, presque tous les comtes de Flandre s'appellent Baudouin ou duc de Normandie s'appelle Guillaume, etc. Il y a des noms comme ça qui sont des marqueurs. Sous l'Ancien Régime, malgré tout, c'est une pratique qui va bien au-delà de familles d'élite. C'est quelque chose qui est ancré, y compris pour populations ordinaires de laboureurs qui vont transmettre le nom du père ou du parrain de manière assez forte. Oui, alors plutôt le nom du parrain et de la marraine qui est assez souvent le grand-père ou la grand-mère. J'ai trouvé peu de choses sur la transmission du père à son fils, ou de la mère à sa fille, ou du père à sa fille. Plus les choses que j'ai pu lire sur la transmission des prénoms sous l'Ancien Régime insistaient plutôt sur la transmission du prénom du parrain. Donc il est difficile de savoir si ce que l'on observe au début du XXe siècle, c'est-à-dire un enfant sur 10 recevant le prénom du père, est quelque chose qui a remplacé à un moment la transmission du prénom du grand-père, ou si ça a toujours été un peu comme ça. En tout cas, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ça a quasiment entièrement disparu. Si on remonte encore avant l'Ancien Régime, il faut dire un mot sans doute, même si c'est quelque chose que peut-être certaines connaissent, de tout simplement l'invention ou l'apparition du prénom, ou en tout cas du binôme nom-prénom, qui est habituellement raconté sous la forme de... il fallait différencier des gens, donc on ajoutait du pont parce qu'ils vivaient près d'un pont. Il y a sans doute d'autres logiques à l'œuvre, notamment des logiques d'ordre administratif étatique qui ont conduit à complexifier les mécanismes de nomination. Oui, en tout cas, moi, plutôt le surnom n'a aucune raison de se transmettre, puisque Jean Dupont, à partir du moment où c'est plus un pont, mais c'est une forêt, il devient Jean de la Forêt. En revanche, la transmission de manière patrilinéaire de surnoms fixes qui deviennent des patronymes est sûrement due à autre chose que la volonté de différencier Jean Dupont de Jean Dubout, sûrement dû à la volonté au contraire de repérer à distance des personnes, mais des personnes non pas juste saisies comme des individus, mais saisies comme des individus reliés à d'autres. Toute la famille Dupont pouvait être saisie ainsi. Donc de la même manière que le binôme nom-prénom, c'est une forme de cadastre biologique, on va dire, qui permet de repérer des individus dans un ensemble de vie. Les prénoms, ça peut être extraordinairement clivant. Je pense aux questions contemporaines sur les prénoms donnés par les immigrés à leurs enfants. Vous avez notamment produit des éclairages là-dessus. Ça renvoie aussi au XVIe siècle, au fait que donner un prénom vétérotestamentaire à son enfant, on en parlait dans le précédent épisode de cette émission avec Jérémy Foy autour de la Saint-Barthélemy, c'est un marqueur extrêmement fort au moment des guerres de religion. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le repérage du conflit à travers la question des prénoms ? Alors, pour l'histoire, je ne suis probablement pas qualifié, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui s'est mis en place, on va dire au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est le fait que
on se vit comme Jean Dupont, pas juste comme Monsieur Dupont, et que donc le prénom qui nous est rappelé quotidiennement, hein, qui sert de terme d'appel dans le monde amical, dans le monde familial, mais aussi au travail, mais aussi quand vous allez dans un café et qu'on vous met le nom sur votre tasse, le prénom nous est rappelé en permanence et il devient une des manières par lesquelles on se pense. Et donc toutes les attaques, les blagues, les discriminations qui peuvent être faites en fonction du prénom sont vécues vraiment comme des attaques contre son essence. Et je pense que ça, c'est nouveau. Il est probable que les attaques qui se faisaient contre les protestants parce qu'ils avaient un prénom vétérotestamentaire étaient une attaque faite contre une communauté de personnes. Aujourd'hui, c'est presque chaque prénom qui peut être soumis à un regard et perçu par les individus comme une attaque intime. Vous avez travaillé, je le disais, sur ces prénoms donnés à des immigrés dans le cadre notamment d'une recherche en 2017-2018, je crois. Et vos travaux montrent que finalement les prénoms reflètent une forme d'assimilation, une forme de convergence entre stock de prénoms donnés par des gens dont les deux parents sont nés en France et puis stock de prénoms donnés par des gens dont les parents ou un des deux parents est né hors de France. Ça va un peu à l'encontre de certaines notions dans le débat public. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui et non. Oui et non, parce que l'article que j'ai écrit avec Patrick Simon porte sur les petits-enfants des immigrés. Quand des immigrés algériens ou marocains donnent naissance à un enfant en France, l'enfant va s'appeler Mohamed ou la fille va s'appeler Inès ou Samira. Donc des prénoms qui vont être vus comme des prénoms maghrébins ou des prénoms d'Afrique du Nord. Ce qui n'était pas le cas pour des immigrés d'Espagne ou d'Italie qui, dès qu'ils arrivaient en France, donnaient Marie ou Nathalie à leurs enfants. Donc là, on voit des différences très claires entre des formes de rétention culturelle de la part des immigrés d'Afrique du Nord, mais aussi de Turquie, et d'autres manières de faire qui conduisent à l'abandon des prénoms typiques, par exemple, de l'Italie ou de l'Espagne. Mais quand on regarde les prénoms que les enfants des immigrés donnent à leurs enfants, bien là, on voit quelque chose de différent parce que, en fait, la population des petits-enfants des immigrés, c'est-à-dire des personnes qui ont 1, 2, 3 ou 4 grands-parents immigrés, en fait, elle est très, très variée. Parmi les petits-enfants des immigrés algériens, vous en avez une proportion non négligeable qui ont aussi un de leurs grands-pères ou de leur grand-mère qui est immigré, mais d'une autre origine. Et donc, à la fin, la population des petits-enfants des immigrés, elle ressemble sur de nombreux plans à la population des personnes qui n'ont pas de grands-parents immigrés. Elle est beaucoup moins spécifique. Et donc, par effet de construction, leurs prénoms ressemblent à la population au prénom de la population générale. Et ce que l'on voit, c'est que, si vous prenez des petits-enfants d'immigrés du Maghreb ou des petits-enfants d'immigrés d'Europe du Sud, la part des prénoms spécifiques à l'ère culturelle de leurs grands-parents est relativement proche. D'autant qu'il était sans doute plus simple pour un Michele de devenir Michel ou une Maria de devenir Marie que... Dès l'arrivée. Et surtout, la francisation était beaucoup plus acceptée ou acceptable que dans le cadre des décolonisations qui ont pu inciter les uns et les autres à garder une forme de distance par rapport à l'ancien pays colonisateur. Il y a un dernier contexte historique sur lequel j'aimerais vous interroger, c'est celui de l'esclavage et du fait que, aussi bien durant l'esclavage, lorsque des esclaves recevaient des noms ou des prénoms généralement donnés par le planteur, généralement donnés par celui qui les avait achetés, qu'au moment de l'affranchissement, où certains se sont réinventés une identité, ou ont reçu en don finalement un prénom ou un nom complètement différent, là il y a aussi un marqueur extrêmement fort qui participe d'une réflexion, le volume collectif
sur les mondes de l'esclavage paraît ces jours-ci, d'une réflexion sur ce type même de domination. Ça passe aussi par le prénom ou par la nomination. Oui, puisque les esclaves étaient dénommés et renommés, alors avec des différences suivant la force des églises notamment, et l'insistance sur le baptême ou non, puisque quand il y avait une insistance sur le baptême, il fallait que le prénom, que le nom par lequel l'esclave baptisé était appelé soit un nom ou un prénom propre, et des zones où le baptême n'était pas recommandé et où les esclaves avaient pu garder des formes plus proches des formes africaines de leur prénom. Et puis ce que l'on voit, c'est ce qui se passe au moment de l'affranchissement ou de l'émancipation, où là, les esclaves sont sommés de prendre un nom de famille. Rapidement, avec des interdictions, donc et pour ce qui est des Antilles françaises, presque des politiques visant à donner des noms de famille bizarres ou exubérants aux anciens esclaves pour les distinguer des noms de famille portés par les colons ou les planteurs. Donc si on résume, est-ce qu'il y a du travail à faire pour, notamment les contemporanéistes, du fait de l'existence d'un certain nombre de données consultables, et puis plus largement par la communauté historienne, autour d'interactions entre prénoms et société ? Oui, je pense. Alors les prénoms, l'intérêt des prénoms, c'est ils ont de multiples connotations. Donc quand on regarde la transmission avec le prénom du père, on voit tout de suite des histoires de lignée, mais on peut aussi repérer des connotations régionales ou pas. Et donc on peut se lancer dans des explorations de ces connotations. Il me semble quand même plus utile d'essayer de mettre en relation ces prénoms avec les caractéristiques sociodémographiques que les personnes ont pour éviter d'entrer dans une description de ce beau paysage que les prénoms constituent. Oui, il ne faut pas réifier les prénoms à la façon des sites de conseils en disant tous les maximes sont chaleureux, et il faut toujours évidemment rapporter des prénoms à des conditions sociales de nomination. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'en tant que sociologue, j'essaierai de faire les choses. Alors on va rappeler que les références aux différents travaux dont on a parlé seront sur le site parolehistoire.fr. Pour finir, je voudrais vous demander à tous les deux peut-être un conseil de lecture pour ceux et celles qui nous écoutent. Baptiste Coulmont. Donc le dernier livre que j'ai lu cette semaine d'un sociologue américain qui s'appelle John Levy Martin et qui s'intitule Thinking Through Statistics, livre qui n'a pas encore été traduit et je pense qu'il ne sera pas traduit en français, mais que j'ai pris grand plaisir à lire. Parce qu'il est très bien écrit, que l'auteur est un peu méchant dans son style et qu'il rend hommage à certains travaux qu'il juge parfois très bien faits, mais très très erronés. Et j'ai trouvé que cette manière d'écrire était rafraîchissante pour un ouvrage qui se penche sur des aspects un peu complexes de méthodes statistiques. Nicolas Thad. Pour rester dans la même veine, je dirais c'est un livre qui s'appelle Statistical Rethinking d'un anthropologue qui s'appelle Richard McElraith et qui est un livre de... Pourquoi ? Parce que c'est un livre intelligent et parce que c'est un livre de statistiques ça rejoint sans doute le tien, Baptiste, par un utilisateur intelligent de statistiques. Donc c'est un livre qui est très différent, un livre de statistiques très différent d'un livre de statistiques écrit par un statisticien. Et ouais, c'est un excellent livre. Voilà, à un moment où on a évidemment tous et toutes subi un déluge d'informations statistiques, notamment liées à la pandémie, c'est évidemment utile d'avoir des éléments nous permettant de mieux comprendre ce qu'on lit. Merci à tous les deux. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.